Salut les wargamers, c'est Ivy de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de bataille tuto. Et Live Peinture, aujourd'hui je suis en compagnie de Nico Prime. Puisque après la formation Total Whip, on va passer maintenant au Masterclass. Le sujet des freehands peut parfois faire peur quand on regarde directement le résultat final. Mais il suffit en fait de se mettre des formes de jalons, des checkpoints, pour comprendre un petit peu le chemin pour y parvenir, et ça devient tout de suite plus simple. Comment est-ce que toi justement tu vas nous amener à faire des freehands? On va voir à quoi servent les freehands et quels sont les différents types de freehands qui peuvent exister. Ensuite on passera à la pratique et on verra une forme simple, un motif, un élément décoratif et un objet un peu plus complexe. Le mot même de freehand fait peur à beaucoup de peintres. Parce que la plupart d'entre nous, dès qu'ils pensent freehand, pensent à des choses comme celle-ci qui sont effectivement très complexes. Pourtant, je vais vous montrer que via quelques astuces, vous allez être capable de réaliser des freehands. Bon, peut-être pas aussi impressionnants que ceux-ci, mais des freehands tout de même. Parce qu'au final, qu'est-ce que c'est qu'un freehand ? C'est simplement le fait de peindre quelque chose qui ne suit pas une sculpture existante sur la figurine. Par conséquent, peindre un insigne d'escouade, de grade ou d'armée, faire des traits d'écriture sur un sceau de pureté, ou peindre en jaune et noir un tuyau, ou bien faire des éclairs sur une arme énergétique, ou bien déposer des battle damage sur une armure, ce sont tous des freehands en soi. Alors certes, ce sont des freehands simples, mais des freehands tout de même. Et comme vous faites déjà ce type de travail sur vos figurines, vous êtes totalement capable de faire bien plus complexe. Ce n'est qu'une question, encore une fois, de technique et de patience. Pour la technique, je vais vous aider. Pour la patience, je ne peux que vous conseiller d'essayer et vous verrez que vous pourriez être surpris par la qualité des résultats que vous allez obtenir. Bon, alors j'en vois déjà certains qui se disent que tout ça c'est pas pour eux, que c'est trop difficile et tout ce qu'ils arriveront à faire c'est un gros pâté informe et immonde qui va gâcher tout le travail précédemment fait sur la fiche. Ou encore l'excuse habituelle, je ne sais pas dessiner, donc de toute façon je ne peux pas faire de freehand. Pourtant, on va voir qu'avec un minimum d'effort, on peut faire des freehands, et sans gâcher les figurines. Et le pire, c'est qu'avec un peu de pratique, vous pourrez même faire de grands et beaux freehands. Bon, bien évidemment, je ne parle pas ici de réaliser des freehands comme ceux de Richard Gray au premier essai, ni même au 5e, mais au 30e ou au 50e, pourquoi pas. Pourquoi faire des freehands ? Notamment pour couvrir une zone vide. Cela donne plus d'intérêt à la figurine et ça permet surtout de couvrir ces zones vides ou plates et d'apporter du relief là où il n'y en a pas. C'est généralement sur des grandes surfaces plates des véhicules qu'on va retrouver les freehands les plus complexes. Ils permettent aussi de personnaliser vos figurines en ajoutant des détails qui n'existent pas. Damiers, symboles, logos sont autant de détails que vous pouvez ajouter. Et vous pouvez même pousser jusqu'à fabriquer vos propres bannières. Cachez des défauts ou des imperfections. Vous avez raté une transition dans un dégradé, votre chaîne n'a pas séché là où il fallait, vous avez une méchante tratte de moulage ou de dérapage, les freehands vont vous aider à cacher tout ça en donnant un aspect travaillé à votre figurine. C'est l'exemple parfait des battle damage ou des insignes. Enfin, les freehands permettent d'appliquer une figure de style, c'est-à-dire qu'ils permettent de renforcer l'identité ou l'histoire que vous souhaitez raconter avec votre figurine. Et on peut bien évidemment cumuler toutes ces raisons. Faire un freehand demande seulement un peu de préparation, de temps et d'application. Et si vous respectez les règles suivantes, il n'y a normalement aucune difficulté à réaliser la plupart des freehands. Inspirez-vous de travaux existants, de dessins, ce genre de choses. Préparez votre travail, placez des repères et simplifiez les formes complexes en zones simples. Entraînez-vous avant de peindre sur un papier ou sur une vieille figurine. Utilisez toutes les aides disponibles, règles, calques, gabarits, scotch de masquage, etc. Prenez le temps de tracer votre freehand d'abord au crayon, puis peignez les contours. Peignez le fond, puis remontez couleur après couleur. Je tiens tout de même à préciser une chose importante ici. Vous ne réussirez jamais un freehand du premier coup, quel que soit votre niveau et quel que soit le motif que vous essayez de peindre. Ce n'est qu'en alternant des retouches couleur par couleur, les unes sur les autres, que vous allez affiner le motif et le dessin que vous essayez de faire en freehand. Ceci étant dit, passons maintenant à la pratique. Voyons avant comment tirer un trait, parce que je vais utiliser cette technique au moins 50 fois dans les étapes suivantes. La dilution. Je vais effectuer la dilution avec de l'eau tout simplement et je vais prendre une petite goutte de peinture avec mon pinceau humide et je viens étaler ma peinture pour vérifier sa fluidité. Vous voyez que là elle est relativement fluide mais elle ne l'est pas encore assez, donc je rajoute de l'eau pour vraiment obtenir, vous voyez, mon pinceau coule vraiment avec la peinture sur la palette. Donc si vous avez cette consistance là, vous serez capable de tirer des traits fins
de façon très fluide. Mais il faut aussi que votre pinceau soit humide. Donc plongez-le dans l'eau et venez éponger un petit peu l'excès d'eau. Votre pinceau sera ainsi humidifié, c'est-à-dire qu'il ne sera pas gorgé d'eau, mais vous sentirez en le passant sur votre peau que vos poils de pinceau sont légèrement humides, ce qui permettra d'hydrater la peinture tout au long du trait. Ensuite, le type de pinceau. J'ai ici 3 types différents. Un premier qui est un 8404 taille 2, classique, un 8404 taille 0, et enfin un 8413 taille 2. On constate que la pointe du 1404 taille 2 s'écarte et donc forme une espèce de triangle lorsque j'appuie sur les poils du pinceau. Et donc par conséquent les traits que je vais tirer vont devenir de plus en plus larges à partir du moment où j'appuierai un petit peu sur mon pinceau. Avec le taille 0, la pointe ne s'élargit pas, mais par contre mon réservoir est beaucoup plus restreint. Ce qui veut dire que je vais revenir beaucoup plus souvent à ma palette pour charger ma peinture. Alors que le 8413, fin et long, sera parfait pour tirer des traits. Je charge mon pinceau en peinture et je viens avec la pointe faire glisser doucement pour suivre le trait que j'avais déjà marqué. Et vous voyez que mon réservoir est suffisant pour que je puisse peindre, puis arrêter et reprendre, tout en gardant une fluidité dans ma peinture. Sur ce Manufactorum Games Workshop, je vais mettre ce symbole radioactif sur la petite plaque qui se trouve ici. Pour m'aider à faire le rond de départ, je vais utiliser une pièce d'1 centime, parce qu'on constate qu'effectivement, elle fait à peu près la même taille que les symboles Mechanicus présents sur la façade. Et je vais donc la reporter sur la gauche. Je pose un peu de pâte à fixe sur la pièce pour pouvoir l'accrocher sur la façade. Je la place au même niveau que le symbole Mechanicus. Et je trace le contour avec un crayon. J'obtiens une marque très légère qui va me permettre de peindre le contour. Avec une peinture noire et un pinceau fin et long, je viens retracer ce que j'ai fait au crayon et peindre les contours. Je prends mon temps et j'essaye de ne pas déborder, ou en tout cas de ne pas aller vers l'extérieur du cercle. Une fois le contour fini, voici ce que j'obtiens. J'épaissis ensuite le trait de façon à obtenir ma forme globale. Je viens ensuite peindre l'intérieur de mon symbole et je commence par le rond central. Je viens ensuite placer des repères aux angles des parties qui vont finaliser le symbole radioactif. Une fois que c'est fait, je viens toujours avec un fin trait de noir relier les différents points entre eux afin de dessiner l'ensemble du symbole. Je le fais ici à l'œil, mais vous pourriez très bien utiliser un gabarit en papier de façon à positionner les points de repère qui vont vous permettre de tracer ensuite vos lignes. Ou même faire carrément un pochoir avec les trous des 3 symboles qui vont pouvoir être placés sur votre rond. Une fois les 3 formes tracées, je les remplis en noir, en faisant attention de ne pas déborder, mais si jamais c'était le cas, de toute façon, l'étape suivante va nous permettre de corriger ces erreurs. Je peins ensuite l'intérieur en blanc et j'alterne entre le noir et le blanc pour corriger et affiner la forme de mon symbole. Une fois que je suis satisfait du résultat, je viens avec du gris weatherer un petit peu les parties noires pour lui donner un peu plus de relief. Et je repasse un noir très dilué afin d'atténuer les transitions entre le gris et le noir déjà présent. J'utilise ensuite un shade de Séraphim Sépia afin d'ombrer le bas de ma forme pour la faire correspondre au reste de la figurine. J'ajoute ensuite des Battle Damage en tirant des petits traits noirs pour créer de l'usure. Et comme d'habitude, je souligne ces petits traits noirs avec du blanc pur pour marquer le relief. Je finalise mon symbole en ajoutant un petit décalco. Et voici ce que j'obtiens au final. Réalisons maintenant le freehand d'un damier. Pour vous montrer ça, je suis parti sur une porte de Rhino que j'ai tout simplement sous-couchée en blanc et que j'ai fixée sur un socle avec une petite
boule de pâte à fixe. On va donc réaliser ce damier sur la droite de la porte et je vais vous montrer une technique simple qui va vous permettre de facilement réaliser ce type de damier. Mais avant de continuer, assurez-vous bien que votre sous-couche est vraiment sèche. Je commence donc par poser un scotch de masquage à l'extrême gauche de mon damier. Une fois mon scotch posé bien à la verticale, je vais utiliser un pinceau gomme, mais vous pouvez utiliser un autre pinceau ou tout objet qui ne marquera pas la surface pour m'assurer que mon scotch est bien collé et que la peinture ne glissera pas en dessous. A l'aide d'un crayon et d'une règle, je viens tracer un trait parallèle à mon scotch à une distance que j'estime être égale à la largeur d'un des carreaux de mon damier. Comme je ne vais faire qu'un damier à 2 colonnes, je vais m'arrêter là. Mais si vous voulez faire 3, 4, 5 colonnes, répétez simplement l'opération. Je place ensuite un deuxième scotch que je lisse tout comme la première fois. Et j'obtiens ainsi mes 2 colonnes séparées au centre par mon trait de crayon. Comme je veux faire un damier bleu et blanc sur cette porte, je reviens avec une peinture bleue très diluée, repasser sur le trait de crayon que j'avais fait tout à l'heure, de façon à, quelque part, le gommer. Essayez de réaliser le trait le plus droit possible, mais si jamais vous n'y arrivez pas, ne vous inquiétez pas, on va pouvoir, dans les étapes suivantes, le corriger. Je reprends ensuite mon crayon afin de faire des petits traits horizontaux. Je le fais ici à la main, mais vous pourriez très bien le faire avec une règle, de façon à, en fait, dessiner l'ensemble de ce qui reste de mon damier. Et donc je tire successivement à intervalles réguliers des traits pour former le damier complet. Et ainsi obtenir ceci. Je viens ensuite, à l'aide de ma peinture bleue, remplir chacune des cases de mon damier. J'essaye au maximum de ne pas dépasser et j'affine surtout les coins de chacune des cases. Une fois que j'ai traité toutes mes cases, que j'ai bien ajusté les coins entre chaque case, je reviens sur l'ensemble pour affiner le remplissage des cases et opacifier un peu plus mon bleu pour qu'il soit uniforme à peu près partout. Même si vous avez pris grand soin lors de cette étape de remplissage, il est fort possible que vous ayez des petits débordements. J'ai fait exprès une tache en plein milieu d'une case blanche, mais on peut voir aussi à d'autres endroits que j'ai des légers débords qui viennent dans mon blanc. Pas de panique, à l'aide d'une peinture blanche, je vais venir en fait redessiner ma case blanche de façon à affiner le trait de mon bleu et à supprimer les éventuels débords que j'ai pu commettre lors de l'étape précédente. Et c'est ainsi, petit à petit, que retouche après retouche, je vais venir toujours faire coïncider mes coins blancs avec les coins bleus et affiner chacun des traits pour obtenir au final quelque chose de très propre et très rectiligne où chaque case se juxtapose avec la précédente. Une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous allez précautionneusement retirer chacun des scotch pour révéler votre damier. Et ainsi obtenir ceci. Il est tout de même possible qu'il y ait encore quelques petites erreurs à reprendre, notamment par exemple ici à côté du rivet. Je vais donc tout simplement reprendre une peinture bleue et corriger ces petits défauts. Mais aussi corriger certains défauts bleus avec du blanc. Enfin, pour finaliser ce damier, je vais utiliser un bleu foncé pour venir ombrer quelques cases situées sur le bas du damier et ainsi donner un peu plus de relief à l'ensemble. J'éclaircis ensuite avec un bleu légèrement plus clair quelques cases situées sur le haut de ma porte. Mon damier est maintenant fini, je vais pouvoir m'occuper du reste de la porte. Et voici le résultat final. Faisons maintenant un freehand d'une bannière. Avant de commencer à dessiner votre bannière, je vous conseille de vous entraîner sur un papier. Pour ça, tout simplement, vous commencez par écrire le texte que vous voulez avoir sur votre bannière. Ici, un bon vieux Toto. Ensuite, vous allez encadrer votre texte de façon proportionnelle à sa longueur. Puis, vous allez représenter les replis de la bande de papier de la bannière. On peut aussi faire quelque chose de moins rectiligne et de plus arrondi. Je commence donc par tracer mon trait et j'arrondis mon texte et je l'encadre.
Je continue en dessinant les petites banderoles supplémentaires qui viennent se plier en dessous. Bien entendu, si votre texte est plus long, vous allez ajuster la taille de l'encadrement et éventuellement les replis. Vous pouvez faire varier ces bandeaux en jouant sur le positionnement des replis qui vont pouvoir se trouver sur le dessus ou le dessous du bandeau général. Vous pouvez aussi multiplier les replis pour générer des formes complètement différentes. Je vais donc appliquer ce bandeau sur une porte de Dropod que j'ai préparée aux couleurs de mes Space Wolf. Avec mon crayon, je commence donc par écrire mon texte. Généralement, vous allez commencer par placer la lettre centrale de façon à être sûr que votre texte est bien aligné par rapport à votre pièce. Mon For Us est donc ainsi placé. Je continue en traçant les contours de ma bannière autour de mon texte. Je m'assure que l'ensemble est équilibré autour de mon texte et bien placé sur la figurine. A l'aide d'une peinture marron bien fluide, je viens tracer les contours que j'avais précédemment fait au crayon pour obtenir ceci. Je viens ensuite avec un beige foncé type Zandri Dust remplir l'intérieur de ma forme. Au besoin, passer plusieurs couches de façon à obtenir un aplat propre et lisse. Et au final, avoir quelque chose comme ceci. Je reviens ensuite avec une couleur un peu plus claire, du type Ushaptibone, et je fais un dégradé, comme on l'a vu dans le Total Whip sur les dégradés, de cette couleur vers le haut de ma bannière. Et sur les replis du bandeau, je pousse mon dégradé vers l'extérieur. Et je viens faire un simple trait au niveau de la lumière du tout petit repli. Et voilà ce que j'obtiens après ce premier dégradé. Je viens ensuite avec un Screaming Skull repasser en fait tout simplement sur mon trait de marron situé sur le haut de ma forme pour éclaircir encore plus la bannière. Et au final, j'obtiens donc une bannière bien dégradée et contrastée sur l'avant de ma porte. Je vais donc pouvoir ajouter mon texte, donc là je vous le fais en accéléré, je viens avec un pinceau fin, tirer des petits traits pour former mes lettres. Si vous ne souhaitez pas ou n'arrivez pas à former vos lettres et à être assez précis, on va dire, pour faire ceci, il existe une autre solution. Ce sont les feutres ou les stylos à pigments. Je vais utiliser ici ceux de la marque de chez Staedtler qui existent dans plusieurs tailles. Ici 0,2, 0,1 et même 0,05. Autant dire que vous pouvez faire des traits vraiment très fins. Je viens ici avec le 0,1, donc tout simplement écrire le mot qui me manque, c'est-à-dire Ross. Prêt pour vous dire ce que j'en pense. Écrire avec est effectivement plus simple que d'écrire avec le pinceau. Par contre, ça laisse un espèce de côté un peu brillant, et en plus vous n'avez absolument pas le choix de la couleur, c'est forcément noir. Donc à vous de voir en fonction de la qualité du résultat que vous voulez obtenir, mais très clairement la solution du stylo peut permettre de gagner un petit peu de temps. Au final, voici le freehand de la bannière. Et pour finir, voyons comment réaliser un freehand un peu plus complexe, un crâne. Je suis reparti sur une des portes du Dropod dont j'ai rebouché les trous avec un petit peu de green stuff. J'ai ensuite imprimé un dessin de crâne que j'ai trouvé sur internet. A l'aide d'un papier calque, je suis venu reporter l'ensemble des contours de ce crâne de façon à pouvoir décalquer la forme sur ma porte de Dropod ensuite. Je positionne mon crâne et je vérifie que tout est bon et je fixe le calque. Je repasse ensuite sur l'ensemble des traits afin de décalquer ma forme sur ma porte. J'ai donc ainsi facilement obtenu mon crâne. A l'aide d'une peinture marron fluide et d'un pinceau long et fin, je viens détourer l'ensemble des contours du crâne. Puis je remplis en noir les yeux et le nez. A l'aide d'une couleur du type Ushaptibone, je viens remplir l'intégralité du crâne pour obtenir ceci. Je passe éventuellement une deuxième couche pour obtenir un résultat propre. Avec une peinture un peu plus foncée, je viens définir des ombres à l'intérieur de mon crâne, jusqu'à obtenir ceci. Avec une peinture plus claire du type Screaming Skull, je viens redéfinir les arêtes les plus prononcées de mon crâne, jusqu'à obtenir quelque chose comme ceci.
Je me concentre ensuite sur la redéfinition et l'affinage de l'ensemble de mes ombres. Je reviens avec une peinture marron un petit peu plus foncée et j'accentue les ombres sur ma forme. Ce travail me permet de mieux définir chacune des zones et de délimiter chacune de mes lumières ou de mes zones sombres. J'obtiens ainsi un crâne très contrasté où les ombres sont très marquées. À l'aide d'un shade, je vais donc venir retravailler les transitions moyennes et les ombres moyennes de mon crâne. Je pose donc une série de lavis qui vont revenir redéfinir la transition entre mes ombres fortes et mes éclairages, jusqu'à obtenir ceci. J'utilise ensuite un ivoire clair afin de venir corriger et affiner mes lumières. J'utilise une peinture presque blanche sur le haut du crâne afin de venir redéfinir le galbe global du crâne sur le haut et donner une sorte de profondeur au sommet du crâne. Je lisse ensuite mes dégradés de façon à ce que tout s'intègre parfaitement. Je travaille ensuite mes dents toujours en ombrage et éclairage afin d'affiner la cohérence des dents. A l'aide d'un agrax, je viens ensuite creuser les orbites pour désaplatir les yeux et donner du relief à ce qui va être la partie quasi centrale du crâne. Avec une encre noisette, je viens rajouter un petit peu d'ombrage pour donner un peu de coloration au crâne et multiplier facilement les teintes d'os. Je finalise ensuite avec du blanc pur en créant quelques points lumineux sur la figurine. Je reprends ici par exemple l'arête interne du nez pour donner un peu plus de vie à ce crâne. Je pose quelques points de blanc sur la mâchoire et les dents afin de finaliser mon volume. Je viens ensuite avec un marron donner de la profondeur aux orbites en peignant le bas des yeux. J'ai ensuite ajouté des symboles et des battle damage sur mon crâne pour lui donner un petit peu plus de vie et faire qu'il soit moins plat. Et voilà, à partir d'un dessin trouvé sur internet, j'ai peint mon crâne sur la porte de mon drop-on. On peut bien entendu cumuler les freehands les uns sur les autres et ainsi obtenir des résultats qui sont très satisfaisants et qui flattent largement les surfaces. On se retrouve donc les Wargamers suite à cette petite vidéo qui nous a permis, comme on le disait au début, justement, de voir en fait le chemin pour arriver à un résultat final. Et on se rend compte que c'est des étapes simples, parfois géométriques, donc parfois assez logiques pour arriver à quelque chose d'artistique. Tout à fait. Ce que je voulais montrer vraiment là, c'est que on n'est pas obligé de savoir dessiner pour absolument faire un freehand. En décomposant les formes en formes simples, n'importe qui peut réaliser ce genre de dessin. Carrément, ouais. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la partager. Et si jamais vous avez des questions ou des commentaires, à la mettre dans la section qui s'y prête. Si jamais vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera dans la description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.